Hey, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de toutes mes lectures que j'ai faites au mois de mars. Vous allez voir, il y a une petite nouveauté puisque j'ai lu des thrillers. C'est, je crois, la première fois sur ma chaîne que je parle de thrillers. C'est pas du tout un style que j'ai l'habitude de lire, mais ça fait du bien des fois de se challenger un peu, de sortir de sa zone de confort. Et j'en ai pas lu un, j'en ai lu deux de thrillers. Et il s'avère que ça a été plutôt des bonnes lectures. J'arrête de mettre le suspense et je vous en parle tout de suite. Le premier thriller que j'ai lu, il s'agit de La femme de ménage de Freida McFadden, que j'ai emprunté à la médiathèque à mon travail. Et bien écoutez, j'ai lu ce livre en 2 jours. J'ai absolument adoré. Je pense que c'est une très bonne entrée en matière si vous voulez commencer les thrillers, parce que l'écriture de Freida McFadden est vraiment hyper fluide. C'est comme quand tu regardes un film en fait, il n'y a pas de longueur, tout se passe hyper vite. T'es entraîné dans l'effervescence et dans le rythme de la lecture, et vraiment le bouquin tu ne peux pas le lâcher. T'es embarqué du début à la fin, t'as besoin de savoir la suite, t'as besoin de savoir ce qui va se passer. On suit Millie qui vient tout juste de sortir de prison et elle cherche un nouveau boulot. Elle a pas vraiment de chez elle, elle dort dans sa voiture, donc elle veut à tout prix trouver un travail pour se sortir de cette situation. Elle va tomber sur une annonce pour être femme de ménage dans une très jolie maison. Tout va bien se passer pendant l'entretien, la maison est super spacieuse, super grande, c'est des gens qui sont très riches, donc elle se dit waouh, genre c'est un peu inespéré. Même elle trouve ça un peu étrange de tomber très vite sur cette annonce, et bah du coup que l'entretien se passe aussi bien et qu'il la rappelle en fait 3 jours après pour lui dire bah écoutez, on vous prend. La particularité de ce travail, c'est qu'en fait elle dort directement dans la maison là où elle fait le ménage. Sauf qu'il y a quelque chose qui va un peu la frapper, c'est que quand elle va voir sa chambre qui se trouve au grenier, elle va se rendre compte qu'il y a un verrou. Sauf que le verrou, il est pas à l'intérieur pour que elle puisse s'enfermer. C'est l'inverse, le verrou est à l'extérieur. C'est-à-dire que techniquement, si quelqu'un le voulait, on peut l'enfermer dans cette pièce. Et elle se demande pourquoi. Et elle voit aussi des espèces de traits d'ongles sur le cadran de la porte. Et elle se dit bah ok, j'accepte ce travail, j'en ai vraiment besoin, let's go, on y va. Et bah elle va très vite déchanter puisqu'elle va découvrir plein de choses. Ce que j'ai aimé, c'est quand on est vraiment mené en bateau en fait. Il n'y a pas vraiment de longueur. Surtout la personnage de Millie, étant donné qu'elle sort de prison, il faut s'attendre à tout avec elle, d'accord ? C'est-à-dire qu'elle a une certaine rage en elle. On sent que si on l'énerve, si on lui fait du mal, ah bah la louloute elle va se venger hein. Vous inquiétez pas qu'elle va vous rendre la monnaie de votre pièce. Non, franchement c'était très sympa, je vous le recommande si comme moi vous avez pas trop l'habitude de lire des thrillers, ou même si vous êtes en panne de lecture, je pense que ce livre peut vraiment vous débloquer. Parce que je vous dis, j'ai commencé ce livre, hop, le soir même j'avais déjà lu 200 pages. Surtout c'est un petit poche, on peut le mettre facilement dans la poche. Merci Elodie. Pour le lire, je sais pas, dans les transports en commun ou quoi. Même quand on voyage, vraiment lisez-le, vous m'en direz des nouvelles. À mon travail du coup, j'ai emprunté le tome 2 qu'il faut que je lise, je l'ai pas encore commencé. Et il s'avère que j'ai une de mes super collègues qui était en train de lire le tome 2 pendant que moi je lisais le tome 1. Donc vu que c'était son anniversaire, je lui ai offert le tome 3. Et elle m'a déjà dit qu'il fallait que je lise vite le tome 2 pour qu'elle puisse me prêter le tome 3 et qu'on puisse en discuter. Donc écoutez, il va très bientôt passer à la casserole, j'ai trop hâte, j'espère qu'il va se lire aussi vite que le tome 2. Et j'espère que voilà, l'histoire va pas s'essouffler au bout d'un moment et que ça va pas être redondant, parce qu'on suit du coup toujours la même personnage principale, Millie, mais dans une autre famille. Ça va être une de mes prochaines lectures. À la suite de ça, j'ai eu envie de lire un autre thriller, du coup j'ai emprunté L'échange de Rebecca Fleet. Du coup je l'ai pas en papier parce que je l'ai rendu. Le pitch me donnait trop envie. En gros on suit un couple, Caroline et Francis, qui veulent partir en vacances. Sauf qu'ils ont pas trop de sous, donc ils vont décider en fait d'échanger les maisons. Eux ils vont dans la maison qu'on leur prête, et les gens qui habitent dans cette maison qu'on leur prête vont dans leur maison à eux. Sauf que ils vont trouver déjà très bizarre puisque la maison est un peu un appartement de témoin, genre il n'y a pas trop de déco, etc. Ce que en soi on peut comprendre vu que c'est une maison qu'ils prêtent. S'ils laissaient toutes leurs affaires, je sais pas, peut y avoir des vols ou quoi. Mais surtout ce qui va être très bizarre, c'est qu'elle va se rendre compte que dans le salon par exemple il va y avoir ses fleurs préférées, il va y avoir son album de musique préféré, enfin que des choses en fait qui ont un lien avec elle. Et elle va se dire oula, il y a quelque chose qui cloche. Est-ce que la personne à qui j'ai prêté la maison me connaît? Est-ce que c'est une ancienne connaissance? Et nous on va suivre tout ça et on va découvrir petit à petit la vérité. Écoutez, j'ai bien aimé, mais j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs. Vraiment c'était assez lent, il y a pas mal de superflu, il y a des choses qu'on a envie en fait de passer plus vite quoi. C'est dommage parce que j'aimais trop le concept, mais j'ai pas trop aimé le dénouement, ou du moins la manière dont ça a été amené. Je pense que c'est un livre qui me restera pas trop en tête. Sur le moment c'était une bonne lecture, mais voilà, sans plus. Je
pense que ce qui m'a particulièrement dérangée, c'est que je me suis pas trop attachée au personnage. On suit un peu un couple qui bat de l'aile et en fait je pense que ce couple, dès le début j'y ai pas trop cru. Ça manque en fait un peu d'originalité, de rythme et c'est assez prévisible. En gros on a envie de savoir la suite mais c'est pas non plus... Il y a aussi une double temporalité, du coup on suit eux dans le présent et eux dans le passé et un peu tout ce qu'ils ont traversé dans leur couple qui impacte le présent. Et en fait les passages du passé, bah... c'était chiant, c'était un peu long. Ça parle un peu d'addiction, du fait d'être une maman qui gère tout toute seule. Je sais pas. Il y a des choses qui auraient pu être mieux faites, mais j'ai passé quand même un bon moment. Ça se lit vite, mais ça s'oublie vite aussi. Ensuite, j'ai lu Dawn of Onyx. Ce livre m'a mis dans une palle de lecture, mais monumentale. Je pensais que c'était moi le problème. Ce n'était pas moi, c'était lui. C'était sa faute. On y suit Arwen qui vit dans sa petite maison tranquillou avec sa famille. Sa mère a une maladie à Arwen, donc du coup elle passe le plus clair de son temps à s'occuper de sa petite sœur en attendant le retour de son frère qui est parti à la guerre. Elle a plus de nouvelles de lui depuis très longtemps, au moins 1 an, et un jour, je vous spoil rien, c'est vraiment dès les premiers chapitres du livre, il se pointe à sa porte, il toque comme ça et il dit coucou, je suis de retour. Le problème étant que c'est un déserteur. Tout son bataillon est mort et lui il est parti, il s'est enfui. Sauf que être un déserteur, c'est passible de mort. Et on rajoute à ça qu'en partant, il a volé une poche de pierres précieuses qui était au camp ennemi. Donc comment vous dire que il a toute une armée à ses trousses et lui il a rien choisi de mieux à faire que de retrouver sa famille pour les mettre en danger. C'est pas la meilleure chose à faire. Je ne vous en dis pas plus, mais il va s'avérer que Arwen va très vite se retrouver dans les mains de l'ennemi. Et dans cette histoire c'est le mec qui tombe amoureux de la meuf en premier. C'est censé être le roi horrible, sauf qu'en fait vu qu'il est attiré par elle, il est super gentil avec elle comme par hasard. Il la laisse vagabonder partout dans le château alors que c'est censé être une prisonnière. Il s'inquiète carrément à un moment donné que elle se sente seule. Mais mec, je te rappelle que c'est ta prisonnière, donc elle est censée être emprisonnée. Quand t'es emprisonnée, tu vas pas faire ami-ami avec tous les gens du château. Surtout quand c'est ta prisonnière, c'est toi qui décides de la garder. Il manque un peu de cohérence dans cette histoire, mais il y a d'autres petits points qui m'ont aussi dérangé. Ils vont essayer de trouver un terrain d'entente et elle va devenir la guérisseuse du coup du château. Et lui en contrepartie, il doit essayer de retrouver sa famille. Sauf que, je le rappelle, il est censé être son ennemi. Je dis censé parce que à aucun moment il ne l'a été. Et c'est ça qui m'a dérangé. Tu peux pas dire que t'es un méchant et pas être méchant. J'ai bien aimé l'univers par contre. Il y a des dragons, il y a des gobelins, mais je trouvais justement qu'on n'en parlait pas assez en fait. On les voit quasiment jamais. On reste globalement centralisé sur Arwen et le roi, mais tout ce qu'il y a autour c'est un peu passé à la trappe. Par contre toutes les joutes verbales entre eux deux c'était plutôt sympa, ils se lancent des pics à longueur de journée. On est un peu en mode... C'est un peu le genre de lecture que quand tu lis, t'as les pieds qui se balancent comme ça, de manière un peu niaise, mais totalement assumée. C'est pas le genre de fantasy en fait qui va révolutionner le genre. Il y a des choses qui sont très prévisibles et au début ça me dérangeait pas en fait parce que j'étais emportée pendant peut-être la moitié de l'histoire. Et en fait à un moment donné j'en ai eu marre et c'était impossible pour moi de finir ma lecture. Donc je l'ai malheureusement DNF. Vraiment je n'arrivais pas à lire plus d'une ligne. À chaque fois que je lisais, j'étais en mode mais je m'en fiche. Je m'en fiche de ce qui va leur arriver et ça c'est pas bon signe. Ce qui m'a saoulée aussi c'est que bien que lui il essaye de l'aider et en fait il se comporte pas du tout comme un méchant, elle continue à dire qu'elle l'aime pas alors qu'au fond on a ses pensées et qu'elle le trouve canon et qu'elle dise non mais je le déteste, il veut pas me dire où est ma famille etc. Meuf toi tu fais rien de tes journées alors que lui il va se battre, il essaye de trouver ta famille même si tu penses le contraire, d'accord? Il se démène alors que toi tu passes tes journées à lire des livres. Bon le rêve mais voilà quoi. Et ce que j'ai pas trop aimé dans ce livre c'est la manière dont on nous faisait les révélations. Je trouve que c'était pas du tout naturel. En fait c'est toujours fait de la même manière. C'est le roi d'Onyx qui vient voir Arwen et qui lui dit au fait... je ne t'ai pas tout dit. La créature que t'as croisée tout à l'heure, c'est à cause de ça, de ça, de ça, de ça. Et en fait, ça me sortait à chaque fois de l'histoire. À tel point que je l'ai lu en e-book et j'avais l'impression que le livre faisait 800 000 pages. J'avais l'impression que je n'allais jamais avancer. J'avais beau lire comme ça, tourner les pages, le curseur, le pourcentage là, n'avançait pas. À un moment donné, j'en ai eu marre. J'en ai eu marre, je me suis dit c'est bon, j'arrête de le traîner parce que dans tous les cas je ne le lisais pas. Donc je n'ai pas lu la fin, je ne sais pas ce qui se passe. Si vous voulez me spoiler sur Instagram, n'hésitez pas. Parce que je pense qu'en plus, vu qu'il va y avoir un tome 2, ça va se finir sur un cliffhanger. Mais écoutez, l'histoire ne m'a pas assez intéressée pour que j'aille au bout. Quand même fou.
Ensuite j'ai lu Ce don perfide d'Emily Tide aux éditions Rajo. Regardez-moi cette trop belle édition avec des citrons. J'avais craqué dessus quand je l'ai vu et franchement ça a été une très bonne lecture. On y suit Alessa qui est appelée la Finestra. C'est celle qui doit sauver l'île où elle habite d'un fléau démoniaque. Le problème c'est que son pouvoir est tellement puissant qu'il est incontrôlable. Elle est censée normalement partager son don avec un homme. Le problème étant que son pouvoir est tellement puissant qu'à chaque fois qu'elle a essayé, l'homme est mort. Elle a déjà tué 3 partenaires, c'est beaucoup. Et la pauvre, elle est au bout de sa vie. Elle a l'impression que toutes les personnes en fait qu'elle va approcher va mourir. Donc c'est quelqu'un qui est très seul, qui reste la plupart du temps enfermé et qui sociabilise assez peu parce que les autres ont peur d'elle. Ce que je peux comprendre puisque même elle en fait elle sait pas comment tout ça fonctionne. Et un beau jour elle va rencontrer un homme et va l'embaucher comme garde du corps. Et je ne vous en dis pas plus mais il va se passer certaines choses. J'ai trouvé que c'était hyper facile à lire. J'ai lu 200 pages en one shot. Je connaissais déjà un petit peu l'histoire, j'en avais déjà entendu parler. Et en fait quand j'ai commencé ma lecture j'avais juste qu'une seule hâte, c'était que les 2 protagonistes se rencontrent. Donc Alessa, la Finestra, et le mec qui deviendra son garde du corps. Vraiment je savais que c'était une romance entre ces deux là, donc je n'avais qu'une seule hâte, c'était qu'on y aille super vite, je ne demandais que ça. Et heureusement ça arrive relativement tôt dans le roman, on perd pas de temps dans des fioritures ou quoi. Au début j'ai été un peu perturbée parce que c'est un livre qui est italien et il y a certains mots qui n'ont pas été traduits. Mais au final, après les premiers chapitres on s'y fait vite, c'est un peu un cours d'italien gratuit, enfin gratuit, 20 € quand même. 20 € pour apprendre que Finestra ça veut dire fenêtre. Je suis pas sûre que ça soit rentable. La protagoniste, on l'appelle la Finestra parce que c'est la fenêtre sur le monde divin. Et en gros, c'est elle que les dieux ont choisi pour défendre tout le monde. Littéralement tout le monde. J'ai bien aimé parce que ce côté italien, ça rajoute vraiment une saveur. Ça rajoute un côté unique au roman, une certaine ambiance. Puis je trouve ça très joli l'italien de base. Donc franchement, j'étais contente. Le personnage masculin qui s'appelle Lou, très sympa, très mignon, très caliente. Dans cet univers, ceux qui ont commis un meurtre ou un délit ou quoi ont des tatouages pour qu'on puisse en fait les identifier. Et en gros qu'on sache que ce sont des bad guys. Et lui on se dit bon bah allez, il vit dans les quartiers un peu sombres de la cité, c'est peut-être un voleur. Ah non, lui il a le tatouage d'un meurtrier. Donc tout le long du roman, moi j'avais qu'une seule hâte, c'était de savoir si c'était vraiment un meurtrier, s'il était aussi méchant que ce qu'il laissait paraître, de savoir si c'était un accident, si c'était au contraire un meurtre prémédité, je voulais trop savoir. Et étonnamment, j'ai trop aimé que ça soit le cliché du mec qui ait de ouf confiance en lui. Il en impose. S'il a envie de faire quelque chose, il le fait, il demande pas la permission. Parce que pour le coup, c'est exactement ce dont Alessa avait besoin. Un bon coup de pied aux fesses qui lui dit meuf, t'es badass, t'as des super pouvoirs, utilise-les, vraiment, toi aussi sois une bad bitch. Parce que c'est vrai qu'Alissa c'est un personnage pour lequel j'ai eu un peu de mal parce qu'elle a très peu confiance en elle. Vraiment, elle pense qu'elle est un fléau pour toute sa famille, qui d'ailleurs ne lui adresse plus la parole, la pauvre, depuis qu'elle est Finestra. C'est un personnage qui se sent très seul et qui pense qu'elle a un peu le poids du monde à porter sur ses épaules et que le monde se porterait mieux si elle n'était pas là. Et Lou, il vient lui dire meuf, genre, te laisse pas mourir comme ça, ne laisse pas les autres te rabaisser, vis la vie comme tu l'entends, t'as envie de faire quelque chose, tu le fais, vis la vie pour toi. Et il va vraiment l'aider à sortir en fait de tout ce cercle et de toute cette noirceur. Et j'ai trouvé ça bien que ce soit le mec en fait qui n'est rien, qui sauve la meuf qui techniquement a tout, et que lui qui vit dans les quartiers pauvres soit plus sociable et plus de famille et plus de liens avec les autres que elle qui vit dans la cité avec tous les riches mais qu'au final elle n'a personne pour être là à ses côtés. Franchement je lirai le 2 avec plaisir, j'ai plutôt hâte d'ailleurs de découvrir la suite. Il faudrait que je la lise dans pas longtemps sinon je vais oublier ce tome 1, mais je me le note pour 2025. Et enfin on termine avec La délicatesse de David Fuenquinos aux éditions Folio. J'ai adoré ces 2 livres précédents, j'ai lu Vers la beauté et Charlotte qui ont été 2 énormes coups de cœur. Malheureusement j'ai été un peu déçue par celui-ci. On peut notamment le remarquer parce que j'ai mis plein de post-it dans ces 2 là, je n'en ai mis aucun dans celui-ci. Ce qui m'étonne beaucoup. Vraiment dans Vers la beauté, j'avais carrément surligné des passages que je trouvais absolument magnifiques. Là, je n'ai rien écrit, rien du tout. C'est du coup mon moins préféré. On va suivre Nathalie qui va malheureusement vivre un drame. Il y a un peu tout qui va s'effondrer autour d'elle et elle va se rapprocher au fur et à mesure d'un de ses collègues de travail qui pour le coup au début n'est pas du tout son style. En gros si vous voulez, Nathalie c'est un peu la meuf trop jolie que tout le monde aimerait avoir mais qui est un peu inaccessible, et François c'est un peu le mec qui paye pas de mine mais qui est super gentil, super attentionné. J'ai aimé le fait que la délicatesse ne soit pas incarnée par la femme mais par l'homme. Ça j'avoue ça m'a surprise
parce qu'on aurait pu s'attendre à ce que ce soit le personnage féminin, mais là non, c'est vraiment lui qui incarne la délicatesse. Mais ce que j'ai eu du mal, c'est que Nathalie est le cliché de la femme désirée par tout le monde et dont on ne retient que ça d'elle, on retient que sa beauté. On retient pas forcément en fait ses compétences, le fait que ça soit une business girl, et je sais pas en fait, ça m'a déçu que David Fuenkinos la rabaisse seulement à ça, seulement à son physique. Il aurait pu mettre en avant plein d'autres qualités comme son ambition, mais non, elle n'a que sa beauté vu qu'on ne parle que ça d'elle à son sujet. C'était peut-être maladroit de la part de David Fuenkinos, je pense qu'il voulait vraiment mettre en avant un personnage masculin différent de ce qu'on peut voir de d'habitude, sauf que j'ai l'impression que du coup il en a oublié en fait le personnage féminin. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas c'est une très belle histoire d'amour, une très belle histoire sur la reconstruction, sur le fait de redonner sa confiance aux gens après avoir eu le cœur brisé. David Fuenkinos a toujours une jolie plume, mais ça m'a un peu moins marqué dans celui-ci. Par exemple là je suis tombée sur un passage où il va dîner avec Nathalie et il sait pas trop comment s'habiller. Et du coup il y a écrit « Comment s'habiller quand on dîne avec Nathalie ?» Il voulait se mettre sur son 31, mais même ce nombre était trop petit pour elle. Adorable. Vraiment adorable. Vraiment c'est dommage parce qu'il y a plein de choses que j'ai aimées mais il y a aussi plein de choses que j'ai pas aimées. Un autre passage pour vous donner envie. En partant ce vendredi soir, il était bien content de pouvoir se réfugier dans le week-end. Il utiliserait le samedi et le dimanche comme deux grosses couvertures. C'est dommage, c'est dommage. Je crois que ce que j'ai pas trop aimé en fait c'est la manière dont les deux personnages se mettent ensemble. C'est un peu précipité et c'est un peu surréaliste. Et le début est tellement doux que quand la cassure arrive, je ne m'y attendais absolument pas. Ceux qui ont lu ce livre vont savoir de quoi je parle. Mais je sais pas. Quand j'ai acheté la délicatesse, j'ai aussi acheté le numéro 2. Et j'avoue que maintenant j'ai peur de le lire. Parce que j'ai peur que ces deux-là en fait soient indétrônables. Donc je pense que je vais faire une petite pause, j'en ai besoin. Et quand ce sera le bon moment, je lirai celui-ci. Et bien écoutez, voilà, on a fini avec mes petites lectures du mois de mars. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre avis si vous avez lu un de ces livres en commentaire. Je serai ravie de lire vos retours. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!